Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission Médine, une émission consacrée aux grands acteurs du développement. Pour cette émission, le Palais de la Culture nous reçoit encore une fois pour nous permettre de magnifier la photographie africaine parce que la biennale de la photographie africaine qui a lieu au Mali est en cours et finit le 31 janvier 2020. Nous faisons face à la salle Bazmouna Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Bazmouna Sissoko est connu pour sa musique et ses chansons pleines de conseils dans le domaine des valeurs maliennes, dans la promotion des valeurs du travail surtout et du courage au Mali. Mesdames et messieurs, vous ne serez pas surpris de savoir que nous parlerons donc de travail, nous parlerons d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat de jeunes. Je reçois sur ce plateau Monsieur Soumano et Madame Diallo Korotimi Dambélé. Nous allons avec eux parler d'entrepreneuriat jeune. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes avec M. Cheikh Oumar Soumano, président de l'OGEP. Je vais lui laisser le soin de nous présenter l'OGEP. Et comme son nom l'indique, c'est une association fêtière des jeunes entrepreneurs qui ont moins de 40 ans, qui sont tous en activité, ça c'est important de le savoir, et qui ont décidé de mettre leur destin en main pour défendre leurs intérêts d'abord, mais également assurer l'épanouissement respectif de leur activité. Cette mise en commun, comment est-ce qu'on peut la comprendre? C'est tous des entrepreneurs. Je vais supposer que souvent, ils sont même concurrents sur certains segments du marché. Comment est-ce que vous réussissez à travailler avec toutes ces personnes qui, au finish, ont le même marché? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il faut connaître un peu l'historique de cette organisation qui n'est pas venue ex nihilo. C'est lors d'une recommandation, lors du forum, de la première édition du forum économique des jeunes entrepreneurs organisé en 2017. Qui a eu lieu ici au Mali. Ici à Bamako, évidemment. Donc, les congressistes qui étaient au nombre de 600 ont fait comme recommandation forte de mettre en place cette organisation. Donc déjà, c'est une volonté des congressistes eux-mêmes qui a motivé véritablement la mise en place de cette organisation. Alors, est-ce qu'il y a concurrence entre les membres? Je dirais non, pas concurrence, il y a plutôt complémentarité. Parce que nous avons, à travers justement l'expérience que nous avons acquise, il y a une espèce de chaîne de valeur qui a été créée parce qu'il y a des sous-traitances qui se font. Par exemple, vous allez voir que les uns et les autres sont dans divers domaines d'activité. Ceux qui sont par exemple dans le BTP, et s'ils ont un marché, ils vont essayer de voir si parmi nous, il y a des peintres qui pourraient exécuter une partie justement du marché, ou s'il y a par exemple des menuisiers métalliques qui pourraient éventuellement aussi exécuter. Donc véritablement, je pense que c'est une belle expérience. En tout cas, à cause de ça, nous sommes pratiquement à la 4e édition du Forum économique, d'ailleurs qui a commencé en 2017. Donc la 4e édition est en cours de préparation et nous sommes en train de nous pencher vers l'entrepreneuriat en milieu universitaire parce que ça aussi c'est un segment qui nous intéresse beaucoup parce que nous voulons mettre en place la mini OGEP au sein des universités. Monsieur Soumano, vous êtes accompagné de Mme Diallo Korotimi Dambélé qui est au sein de votre organisation en charge donc de la question de l'entrepreneuriat féminin. Et la première question que j'ai envie de lui poser tout naturellement, c'est de savoir le niveau de représentativité des femmes au sein de cette organisation. Est-ce qu'on a beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui? Oui, merci M. Kébé. En effet, nous sommes nombreuses, mais pas autant que les hommes pour le moment, mais on y travaille. Ça viendra. Oui, ça viendra pour que beaucoup de femmes entrepreneurs rejoignent l'OGEP. La jeunesse, parce que quand on dit très souvent la jeunesse, bien sûr, il a souligné, l'organisation regroupe des jeunes entrepreneurs qui sont en activité. Quand on parle de l'entrepreneuriat jeune, je n'ai pas envie de stigmatiser. Il y a certains qui ne veulent pas entendre parler d'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'au sein de l'OGEP, vous le comprenez comme ça? Est-ce que vous travaillez pour globalement les jeunes qui entreprennent ou est-ce qu'il y a un travail spécifique qui est fait pour l'entrepreneuriat féminin?
Alors, nous travaillons pour tous les jeunes qui entreprennent et forcément, l'entrepreneuriat féminin, on a mis un accent dessus. Dernièrement même, on est en train d'organiser le concours en milieu universitaire. Donc, et là, pour les groupes qui sont formés, on a bien voulu que dans chaque groupe, les groupes sont constitués de 3 personnes, et on a bien voulu que chaque groupe il y ait au moins une femme dans chaque groupe. Vous veillez à cet aspect genre de chaque groupe. Et à notre grand émerveillement, il y a des groupes qui sont constitués effectivement de 3 dames. Donc, quel qu'en soit, on œuvre beaucoup pour l'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat féminin, comme je suis chargée de l'entrepreneuriat féminin au sein de l'Union, on y travaille pour la sensibilisation, la mobilisation vraiment de plus de jeunes dames à l'entrepreneuriat. Et c'est depuis le niveau universitaire. Je vais revenir sur une autre question concernant surtout les difficultés d'accès au financement au niveau des femmes, mais je pense que la question peut être posée pour tous les jeunes. Est-ce que les jeunes ont accès au financement aujourd'hui dans le contexte malien et dans le contexte sous-régional, parce que vous le maîtrisez aussi? Oui. Alors, c'est une question, je dirais, on peut passer toute une nuit à parler de ça. Surtout pas Africa, ne nous donne pas beaucoup de temps. Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, les jeunes ont difficilement accès au financement. Déjà, on peut s'en rendre compte lorsqu'on regarde un peu les statistiques qui sont connues des uns et des autres. Pour un petit rappel, il y a, dans une structure de la place, si on prend 100 demandes de financement déposées par les jeunes, il y a moins de 3 qui sont satisfaits, en fait. Qui sont satisfaits, je veux dire. Et donc, cela est dû à quoi? Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent justement ce problème d'accès au financement. Déjà, il y a la mauvaise qualité du plan d'affaires. Il y a la non-motivation véritablement du jeune. Il y a la non-maîtrise de l'activité qu'il veut mener également. Mais au-delà de ça, la banque elle-même considère la frange juvénile comme étant un facteur, une frange à risque, quoi. Maintenant, face à cette situation, il y a eu des réflexions qui ont été menées par-ci et là, et ça a mené à proposer des financements innovants, notamment par exemple les Business Angels, qui malheureusement ont du mal à démarrer. Mais d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, il y a une grande activité qui est organisée par un réseau d'entrepreneurs du Mali, notamment le REAO, qui veut maintenant constituer un réseau de Business Angels pour permettre à ces gens de financer les jeunes entrepreneurs. Et également, il y a notre financement innovant, notamment les concours de plans d'affaires, comme il a indiqué par exemple, où on donne la possibilité à des jeunes de venir exposer leurs idées, où on espère avoir des talents et qui auront accès à des subventions, si je puis dire, des subventions, des financements non remboursables. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de structures au Mali qui accompagnent justement ces initiatives-là. Nous avons vu au niveau du ministère de l'économie numérique où chaque premier vendredi, voilà, autant pour moi, justement, où il y a des jeunes qui peuvent lever 5 millions. Absolument. Donc, je pense que c'est des initiatives qu'il faille véritablement soutenir et qu'il faudrait vraiment saluer. Et nous, on est très contents de cela. Et je pense que nous-mêmes, au niveau de l'OGEP, je pense qu'elle va le dire, il y a des initiatives de soutien à des femmes qui sont dans le secteur informel, notamment les activités génératrices de revenus. Donc, c'est pas des gros montants, mais c'est vraiment des montants qui sont peut-être pour nous pas très significatifs, mais pour ces gens qui vont les recevoir, qui peuvent les permettre véritablement de pouvoir sortir du secteur informel pour aller vers le secteur formel. Je crois que c'est un peu ça le grand défi aujourd'hui, c'est de pouvoir justement s'orienter beaucoup plus sur le formel. Vous avez mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas véritablement encore la capacité de fournir des documents ou des dossiers, des business plans, comme vous dites, des business plans qui soient à la hauteur. Est-ce qu'au niveau de l'OGEP, vous faites un travail justement pour que ces jeunes soient compétents, ne serait-ce qu'au niveau de la présentation de leur dossier? Tout à fait. C'est d'où tout l'intérêt de la compétition en milieu universitaire. Parce que après les différents projets qu'on verra, il y aura le coaching, il y aura le mentorat effectivement pour ces jeunes-là, pour mieux structurer leur projet et puis pouvoir le présenter n'importe où pour que ça puisse valoir ce que ça vaut en réalité. Absolument. Et comme il venait de le dire, par rapport à ceux que beaucoup sont dans l'informel, et je vais encore me baser sur l'entreprise, sur les femmes. Les femmes, oui. qui œuvrent beaucoup pour l'économie nationale, mais qui restent dans l'informel. Et nous, au sein de l'OGEP, comme les financements sont assez difficiles, il y a certaines dames qui n'ont besoin que juste d'un petit montant pour pouvoir démarrer, et celles qui ont démarré pour pouvoir vraiment relever leur commerce. Donc, on est en phase de constituer des fonds d'entraide. Ça, c'est les dames de l'OGEP
c'est vraiment en cours pour pouvoir aider ces dames-là qui ont des petites activités génératrices de revenus au fur et à mesure. On va faire, il y aura des cibles, et puis au fur et à mesure, on va voir d'activité en activité, de quel secteur à quel secteur on peut aider ces femmes-là. C'est parce que d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas constituer un plan d'affaires, un dossier ou quelque chose pour aller chercher un financement. Mais nous, vraiment, on a réfléchi à toute cette thématique-là. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre tout cela pour pouvoir aider ces femmes-là au fur et à mesure. Et ça, c'est dans le domaine de les vraiment relever leurs activités, mais aussi leur faire connaître et puis leur faire bénéficier des droits. Parce qu'elles ont des droits. Les droits en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, en tant que personne faisant une activité génératrice de revenus. Parce qu'il y a des dames qui participent effectivement à l'économie, mais derrière ne bénéficient pas de tous leurs droits. Elles ont accès, par exemple, elles peuvent aller s'inscrire à l'INPS, par exemple, pour l'assurance volontaire. Chacun peut cotiser d'elle-même et bénéficier de tout ce qui va derrière. Mais si on ne les informe pas, elles ne peuvent pas le savoir. Alors que tout le temps, elles sont là, elles font vraiment tourner l'économie de leur façon. Donc derrière tout ça, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire. Pour les femmes et puis pour les autres jeunes entrepreneurs qui sont aussi dans l'informel. Je comprends de ce que vous me dites que vous faites un travail de sensibilisation, d'information, de formation. Moi, ça m'amène à une question sur aujourd'hui dans l'écosystème malien, l'écosystème entrepreneurial malien. Je vais parler de l'éclosion des incubateurs. Oui. Il y en a un certain nombre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces incubateurs ont un impact véritable? Est-ce qu'on sent leur impact sur l'entrepreneuriat jeune? Merci pour la question. Je pense qu'on peut répondre par oui et non. Déjà, ce qu'il faut noter, que beaucoup de gens peut-être ignorent, c'est que les incubateurs, c'est un nouveau concept qu'on a connu, mais déjà l'État faisait de l'incubation. Quand vous regardez, par exemple, le système d'accompagnement des jeunes mis en place par l'APEJ, par le PROCEJ et par l'ANPE, c'est ni plus ni moins que de l'incubation. Et le plus important, ce qu'il faut noter par rapport à leur modus operandi, c'est que les jeunes ne paient absolument rien. C'est-à-dire, ils viennent avec leurs idées, et on leur fait bénéficier de l'ensemble des services qui sont nécessaires pour la réalisation du projet. Donc tout le pack qui est proposé par les incubateurs, et c'est gratuit. L'État le faisait déjà. Il est gratuit. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait l'APEJ qui faisait payer des formations et après on a arrêté parce qu'on a dit non, les jeunes n'ont pas, ceux qui en ont besoin, véritablement n'ont pas les moyens. Et donc on a coupé. On a décidé d'arrêter le financement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les incubateurs privés, qui sont, je salue bien d'ailleurs leur éclosion, et sauf que là, les jeunes payent. Donc vous voyez, vous sortez d'un système où tout était pratiquement gratuit et on vous demande de payer. Donc finalement, ces jeunes, quand ils payent, ils sont motivés, ils vont se dire, finalement, je vais avoir un financement. Ouais. C'est ça la motivation qui est derrière la chose. Et s'il n'y a pas de financement, qui ne dépend pas véritablement des incubateurs, c'est sûr que l'impact va peut-être se sentir un peu aménusé et tout. Maintenant, ces jeunes vont revenir encore vers l'État. Et c'est là où l'esprit ou le discours que les structures de l'État devraient porter justement à l'endroit de ces jeunes-là, c'est de leur dire n'importe qui n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a une sélection naturelle qui se fait d'elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai envie d'entreprendre que je serai forcément un entrepreneur. D'ailleurs, ça, c'est même un des critères de sélection. Parce que quand tu échoues une ou deux fois, ce n'est pas forcément dit que tu ne seras pas entrepreneur, mais il faut avoir l'abnégation et le courage de continuer à se battre. Ça, les gens n'ont pas cette patience-là. Donc, ça veut dire déjà qu'une fois, deux fois déjà, ils abandonnent et ça veut dire que derrière, ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Est-ce qu'on peut revenir sur la question, c'est une question qui existe, c'est celle de l'adéquation, formation-emploi, formation auto-emploi. Je sais que vous êtes spécialiste de toutes ces questions-là et que vous donnez vous-même des cours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Mali, on est en train de développer suffisamment de modules qui nous amènent justement à maîtriser l'entrepreneuriat depuis l'école, parce que vous faites un concours dans le monde universitaire. Est-ce qu'on commence à travailler sur cette question-là? Bien entendu, bien entendu. Déjà, il y a beaucoup d'universités privées qui ont décidé d'enseigner l'entrepreneuriat comme la mathématique, la finance, le marketing, au niveau deuxième année. Donc ça peut s'apprendre? Alors, ça peut s'apprendre, mais ça ne fait pas de quelqu'un d'entrepreneur. On donne les outils. Moi, je suis soninké, vous savez, pour nous, c'est tout à fait naturel. Donc, est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce que c'est de famille? Ce mot apprentissage, je le mets sur le compte du développement de la fibre entrepreneuriale qui sommeille en nous.
Ça, c'est extrêmement important. C'est ce que les gens font. Les gens ont du mal à faire ce distinguo-là. On est entrepreneur, c'est-à-dire on est avec la capacité, les prédispositions à être entrepreneur. Donc, les formations que nous faisons, ça permet de développer rapidement cette fibre-là qui sommeille en nous. Alors, cette personne qui n'a pas cette fibre-là, tu as beau faire les grandes écoles, va à Harvard, va, je sais pas moi, à Princeton, va à Columbus, tu ne seras jamais entrepreneur. Et même si tu deviens entrepreneur, tu vas échouer. Alors, les Kosuniké Québec, mais vous êtes nés des entrepreneurs. Parce que là, ce qu'on peut retenir de votre parcours, des Soniké, des frères Soniké, vos frères Soniké, c'est que c'est l'entrepreneur graduel. Quand il quitte le village, il va comme un tireur, il va son trousseau de... Ensuite, ici, il amasse un peu de sous. Soit s'il ne va pas, je veux bien vous taquiner aller en France, il va quand même... On reste. Maintenant, voilà, on a commencé à rester. Voilà, mais vous restez, vous allez ouvrir une boutique qui va s'agrandir et finalement vous devenez des milliardaires. Et moi, je suis fier de dire qu'au Mali, nous avons des Maliens qui sont restés au Mali et qui sont devenus milliardaires au Mali. Qui sont des acteurs du développement. Je vais profiter de cela pour vous dire que moi, je suis malheureusement le mauvais exemple de Soninké qui n'a pas encore entrepris, mais nous allons avoir des exemples avec un certain nombre de dames qui ont trouvé le filon avec les fruits autant maliens qu'importés, avec un marché aujourd'hui qui, malgré tout, essaie d'exister, que nous connaissons tous à Bamako, que nous appelons le Namasadanga. Merci de suivre ce reportage. Le marché des fruits de Bamako, une pure merveille aux multiples couleurs. Cette étroite rue nous mène à la place communément appelée Namasadankan. Elle est conquise par l'activité de commerce de fruits de tout genre. Les camions alignés le long des ruelles débarquent des produits du verre venus de tous les coins du Mali et de l'Afrique. Bon, c'est les 10 tonnes et leurs remorques. C'est eux qui nous envoient à Bamako ici pour venir nous donner ici à Namasadanga. Donc maintenant, nous ici, les femmes qui vendent dans la rue, les femmes qui viennent prendre, il y a des femmes qui viennent prendre ailleurs nous ici pour s'asseoir dans la rue pour vendre. Yiride nunu a bɔyɔrɔ ka ca parce que an lamini jamana nin caman kan yiride nunu bɛ bɔ an lamini jamana nin caman kan dɔ bɛ bɔ Maroc dɔ bɛ bɔ Sénégal dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire dɔ bɛ bɔ Laginɛ dɔ bɛ bɔ Burkina mais anw yɛrɛ fɛ jamana kan sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ namasa bɛ sɛnɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ jamana caman fɛnɛ kan parce que n'i ye an ka région jateminɛ région saba bɛ anw fɛ yan bi namasa min bɛ bɔ o kɔnɔ ka se yan an bɛ se k'a fɔ ni kɔri bɔra o tɛ sɛnɛfɛn foyi sɛnɛ min ka ca ka tɛmɛ namasa kan o tɛ yen. Dans ce marché légendaire en plein cœur de la capitale, nous sommes accueillis par l'odeur enivrante des fruits. Dans le marché, les étals de fruits s'y suivent et attirent la clientèle. Un véritable business s'opère avec comme leader principal ces femmes qui se battent à longueur de journée dans un plaisir de grand jour. Ne y'a melon ni zɛrɛn banna kuma min na anw ta bɛ bɔ Sénégal ka ani Mauritanie an b'olu de feere ne dédommagement nɔgɔyara an ma o ka d'an ye kosɛbɛ parce que an tɛ don n'a ye yan fo yan taw ka banni an bɛ sɔrɔ ka na n'a ye ni yan taw banna kuma min na an bɛ na n'a ye. Ce marché est aujourd'hui le plus vieux et grand centre de vente de fruits du pays. Pommes, oranges, papayes, bananes, melons, etc., qu'ils soient locaux ou importés. Il approvisionne la capitale et le reste du pays. Cependant, le marché est aujourd'hui confronté à un réel problème d'organisation et d'aménagement des places. Namasa kɔfɛ ananas bɛ sɔrɔ an fɛ yan papaye solo bɛ sɔrɔ yan melon bɛ sɔrɔ yan pomme bɛ sɔrɔ yan raisin bɛ sɔrɔ yan poire bɛ sɔrɔ yan a ka ca donc an b'a fɛ jamana k'an ka place ko fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn sugu place de don jamana ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka place ko k'o assurer k'o d'an ma ka tila ka sugu in jɔ ka kɛ sugu ye min bɛ i bɛ se ka bɔ jamana ko kan ka na sugu min lajɛ parce que sous région kɔnɔ sugu ɲɔgɔn tɛ yen. De retour sur ce plateau, le président va me permettre certainement de m'orienter vers celle qui est en charge de ces questions-là, parce qu'on a vu beaucoup de dames dans le reportage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce reportage? Alors, déjà, il y a une fierté qui est là, parce que ces femmes-là, même, Soumano l'a dit, c'est pas pour aller à l'école pour entreprendre au fait. Elles entreprennent tellement qu'elles ont un système de management tellement ficelé qu'elles tiennent leur commerce de bout en bout. Absolument. De bout en bout. Vraiment, c'est à féliciter d'abord. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les orienter à la formalisation de leurs activités. Parce qu'il y a beaucoup de dames qui le font depuis des années, qu'ils font, leurs enfants viennent le faire avec elles, mais il n'y a pas... On reste toujours dans l'informel. Dans l'informel. Donc c'est important de les informer, de les guider par rapport à la formalisation de leurs petites activités.
En plus de l'OGEP, est-ce qu'il y a d'autres organisations aujourd'hui qui font ce travail-là? On a parlé des incubateurs, bien entendu, mais je veux vraiment quelque chose de plus près des populations. Est-ce qu'il y a d'autres organisations? Je ne veux peut-être pas parler de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres organisations qui existent en plus de l'OGEP pour accompagner les jeunes entrepreneurs, que ce soit des jeunes qui aient été à l'université ou même pas en réalité? Il y a beaucoup de structures associatives hein, qui ne sont pas forcément État. Par exemple, je prends la JCI, Oui. qui a... La dernière fois, j'ai assisté à une de leurs clôtures de projet qui a porté sur le soutien au katakatani. Oui. C'est très innovant. Absolument. Parce que déjà, le problème de transport au Mali, de transport de personnes, c'est problématique déjà. Donc ceux qui ont décidé de se lancer dans ça sans formation pour les soutenir, donc ils ont identifié 100 promoteurs justement de ces katakatani, de les former surtout à la sécurité routière. Ça c'est extrêmement important. Vous savez, quand on ne maîtrise pas le code, on va dans tous les sens. Donc j'ai bien apprécié cette initiative-là de la JCI. Il y a également des réseaux d'associations sectorielles, par exemple des associations de CAI ou de Kangaba et tout, des étudiants qui ont été formés et qui sont en train de soutenir véritablement leurs petits frères qui veulent évoluer dans l'entrepreneuriat et tout. Il y a aussi ces réseaux-là qui se sont mis en place pour soutenir. Généralement, on nous fait appel pour qu'on puisse dispenser un certain nombre de formations et de modules. Et au-delà du tout, je pense qu'il y a également les partenaires publics et privés, les partenaires des PTF, qui, notamment UNIFAM, par exemple, qui fait un travail extraordinaire, qui a mis en place avec l'API une plateforme spéciale pour accueillir les femmes. Je pense que la Chambre de l'entrepreneuriat féminin peut en parler. Il y a la CEDEAO également qui, avec l'État cette fois-ci, à travers le projet 50 millions de femmes, on la voit, dans lequel projet nous sommes représentés par justement Mme Diallo. Donc ça également, c'est véritablement déjà faire affirmer, je dirais, un peu de leadership féminin, mais au-delà aussi renforcer tout ce que ces femmes-là font comme travail extraordinaire et qu'elles abattent au jour le jour. Maintenant, il y a le problème... Il existe donc une synergie entre Exactement. vous et toutes ces organisations-là. Exactement. Nous sommes très ouverts et nous sommes très dynamiques. On essaie d'aller nous faire découvrir, mais en général, on vient avec des projets concrets. Par exemple, quand nous avons pensé à la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, il ne s'agit pas seulement de le dire sur le bout de la lèvre, il fallait faire des actions. Donc nous avons décidé de créer un tout projet où il y a, si vous voulez, une espèce de forum entre les étudiants, entre les universités, parce que l'idée c'était quoi? C'était d'organiser un concours interuniversitaire et finaliser par un forum qui va porter sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire, où le dernier jour qui va clôturer, la soirée qui va clôturer, il y aura des financements accordés. Donc quand nous on donne l'exemple, je pense que ça va être le déclic. Le déclic où peut-être les universités elles-mêmes vont comprendre. Et comme on l'a dit déjà, tout à l'heure je disais dans mes propos, que l'entrepreneuriat est en train d'être enseigné dans les universités. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'universités qui ont décidé que les étudiants feront des projets d'entreprise pour soutenir en fait. Au lieu de prendre leurs travaux de fin d'études. Ça c'est quelque chose d'important parce que c'est dans ça véritablement que nous avons vu Mark Zuckerberg, un certain Mark Zuckerberg, devenir milliardaire en milieu universitaire. Donc nous voulons répliquer justement ce modèle au Mali. Nous osons espérer qu'avec ce projet que nous sommes en train de mener qui va s'appeler le CEMU, la compétition entrepreneuriale, la CEMU plutôt, la compétition entrepreneuriale en milieu universitaire. Voilà. Je crois qu'on va vous accompagner dans cette démarche, vous dire que nous soutenons justement cette démarche que vous êtes en train de faire. Et moi, je voulais revenir avec Mme Diallo sur cette question des femmes. Il y a eu un certain nombre de doléances dans la vidéo où elles ont demandé justement à l'État de créer les conditions pour que le marché soit un véritable marché. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat se développe justement, excusez-moi du terme, mais dans ce désordre-là, ou est-ce qu'il faut toujours un cadre plus approprié pour que nous puissions développer, surtout dans le secteur agricole et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est business agricole aujourd'hui? Est-ce qu'il faut créer un autre cadre pour que les gens puissent bénéficier de leur entrepreneuriat, je veux dire? Je pense que créer un cadre formalisé aussi sera un atout. Pourquoi? Déjà, par rapport à la vente de fruits, déjà s'il y a un cadre bien structuré pour cela, ça peut permettre à ces dames-là de garder plus longtemps la conservation des produits, qu'est-ce qui peut être gardé plus longtemps. Et les gens pourront facilement se diriger vers ces endroits-là. Souvent, et puis ça peut, si à la suite des formations et autres, on peut aussi les expliquer comment mieux les garder. Et eux, en même temps, pourront les expliquer à leurs clients. Parce que beaucoup se dirigent vers les supermarchés ou quand les fruits se vendent sur des étals,
sur des étals, mais ça va être plus cher. Mais s'il y a quelque part où elles-mêmes elles pourront bien exposer, aussi mieux conserver leurs produits et surtout leur donner la latitude de pouvoir expliquer ces produits, comment elles peuvent tenir, combien de temps et tout, ça va permettre à d'autres qui vont peut-être vers ça va augmenter un peu leur clientèle, à mon sens. Vous soulignez une démarche qui va au-delà juste de la vente. C'est de créer les conditions qu'il faut pour la femme qui entreprend. Je sais que vous-même, vous avez entrepris. Comment ça se passe? Alors moi, je suis dans le domaine du vêtement. J'ai une maison de confection et de distribution de vêtements et accessoires typiquement made in Mali. Donc tout ce qu'on fait, c'est valoriser vraiment l'artisanat malien, tout ce qu'on fait à la main ici et surtout la main-d'œuvre malienne. Vous êtes dans la bonne émission. Et la main-d'œuvre malienne parce que tout ce qu'on peut avoir ailleurs, on peut la confectionner ici. On a nos tisserands, vraiment, il y a depuis un moment qui ont été un peu délaissés, mais c'est vraiment en train de venir. Diverses personnes dans le secteur de la mode sont en train vraiment de travailler. Tout ce qui est coton, de s'orienter vers cela. Et nous, particulièrement à Timide Confection, on se base vraiment sur les détails de finition. Et puis les détails de la matière. Pourquoi? Parce que la qualité... La qualité compte parce qu'on a beau vouloir que les gens s'habillent en prêt-à-porter fait localement, mais il faut autant les proposer le bon produit. Moi, je ne peux pas vous faire une chemise en pagne tissé et qu'après un premier lavage seulement, la chemise a perdu toute sa couleur. Totalement. Parce que les conditions de lavage, les techniques d'entretien, il faut en tenir compte. Donc peut-être ça peut durer en termes de matière à proposer comme prêt-à-porter, mais c'est important de s'apaisantir sur ces détails-là. Je vois que vous faites l'effort d'aller vers la professionnalisation. Tout à fait. Ça va me permettre de poser une toute dernière question au président. Aujourd'hui, est-ce que nos entreprises trouvent le moyen d'être des professionnels? Est-ce que, on a parlé de formalisation, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de formalisation PA où on n'a pas envie d'aller au-delà? Est-ce que les jeunes entrepreneurs se donnent le moyen, la latitude d'être vraiment de vrais professionnels? Ce qui est important, c'est qu'un entrepreneur, déjà, il maîtrise un métier. Temi aujourd'hui, dans tout ce qui est made in Mali, contenant, etc. Oui. Moi, personnellement, je suis dans l'accompagnement des entreprises. J'ai une structure de stratégie d'entreprise, de tout ce qui est accompagnement fiscal, financement, etc. Donc déjà, il faut maîtriser un métier. Parce que l'entrepreneur, il propose une solution. Donc il faut que tu sois professionnel déjà dans ce que tu fais, première des choses. Maintenant, pour la professionnalisation de l'entreprise, ça c'est un second niveau. Je pense que là, pour un moment, ça va être un peu plus luxueux pour nos jeunes entrepreneurs parce que c'est très coûteux. C'est ce qu'on appelle la normalisation. C'est les normes ISO. Et c'est très coûteux parce que pour pouvoir être certifié, c'est à coût de millions. Mais ce qu'on leur demande le plus, c'est d'être professionnels dans ce qu'ils font. Et j'espère que les téléspectateurs auront compris l'essence de votre mission et leur donner tout simplement rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission de Made in consacrée aux grands acteurs du développement. Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70.